Salut tout le monde, c'est la frite et j'espère que vous avez la frite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle série qui a vu le jour il y a une semaine et demie à peu près au moment où j'enregistre. C'est Dragon Ball Daima, un animé qui fait suite à l'univers Dragon Ball d'une façon plus ou moins directe. Je vais bien évidemment vous donner mon avis sur les 2 premiers épisodes de cet animé, mais d'abord pour situer un petit peu le contexte de ma personne vis-à-vis de Dragon Ball, je vais vous parler un petit peu de comment j'ai été introduit à cet univers-là, quelle est ma position vis-à-vis de Dragon Ball en général, et ensuite, voilà, je vous parlerai un petit peu de Dragon Ball Daima et de ce que j'en pense. Je me suis rendu compte que, en faisant mes notes pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à dire, donc ça risque d'être un petit peu long. Voilà, ce sera comme ce sera, la durée, s'il faut que ce soit 1 heure ou 1 heure et demie, bah tant pis, ou tant mieux peut-être. Je vais essayer de passer en revue tout ce que j'avais prévu, et on verra bien ce que ça donne en termes de durée. Alors, Dragon Ball Daima, c'est un animé qui a été annoncé, je crois, en tout cas dans ma mémoire, il y a 1 ou 2 ans, peut-être plus que ça, mais dans ma mémoire c'était assez récent. Et Dragon Ball, avant ça, il y avait eu Dragon Ball Super. Quand a été annoncé le projet Dragon Ball Daima, j'étais moyennement hypé. Alors on va revenir sur ça et sur les raisons qui font que j'étais moyennement hypé, mais d'abord je vais vous parler un petit peu de Dragon Ball de façon générale et ce que moi, ça représente pour moi. Alors moi, Dragon Ball, faut savoir que, peut-être pour resituer, moi, je suis né dans les années... Enfin, je suis né en 93, exactement, 1993, et Dragon Ball, du coup, je suis pas né, j'ai envie de dire, à la période où c'était en plein essor. Enfin, si, techniquement, en 93, c'était en plein essor, puisqu'on était en plein dans la période Dragon Ball Z, puisqu'en fait, donc le manga Dragon Ball, c'était en 84 que c'est apparu, je crois, et il a dû finir une dizaine d'années après ça. Et l'animé Dragon Ball, puis Dragon Ball Z, est venu donc à partir de 86, et il s'est terminé, je crois, en 96, de mémoire. Dans tous les cas, donc je suis né en 96, c'est-à-dire que Dragon Ball Z était encore en diffusion dans le monde, et particulièrement en France, puisque c'était particulièrement populaire en France, mais je suis pas né à la bonne période. En 93, et les années suivantes, j'étais un bébé, je suis un humain normal, et donc j'ai pas regardé Dragon Ball Z pendant sa diffusion d'origine. Donc au moment où ça finissait en 96 à peu près, moi j'avais que 3 ans à peu près, et c'est pas par ce biais-là que j'ai connu. Moi, mon premier souvenir franc de Dragon Ball Z, puisque c'est comme ça que j'ai connu l'univers Dragon Ball, c'est l'OAV Fusion, que j'ai dû avoir en cassette, je sais pas par quel moyen exactement, je crois que c'est par une grand-mère à moi, qui l'avait enregistré pour moi, en se disant que j'aimerais bien ça. J'ai donc vu ce film sûrement quand j'avais 5-6 ans, pour la première fois. Minimum 4 ans, c'est sûr, mais je dirais autour de 5 ans. Et je l'ai beaucoup regardé quand j'étais jeune, donc, même si je connaissais rien d'autre de Dragon Ball. Donc, le film Fusion, qui est un film qui ne rentre pas dans le canon comme la plupart des films Dragon Ball, puisqu'en général, il y a des éléments qui ne matchent pas tout à fait avec la chronologie principale de l'animé ou du manga même, puisque c'est la même chose, animé et manga, globalement. Ce film-là, donc, ne rentrait pas tout à fait dans la chronologie, mais moi, j'en savais rien, donc je regardais ça, et c'était plutôt sympa. J'aimais beaucoup les transformations en Super Saiyan 3 notamment. Il y avait la fusion avec Goku et Vegeta. Je savais pas à quel point c'était un truc énorme à l'époque, mais c'était un truc classique pour moi, du coup, la fusion, et la petite danse de la fusion, là, j'adorais ça. Bref, j'ai dû voir ce film un paquet de fois, alors que c'était le seul truc que je connaissais de l'univers Dragon Ball, mais du coup j'aimais beaucoup ce film-là. C'est marrant d'ailleurs parce que j'étais quand même très jeune, du coup j'avais pas de connaissance globale de l'univers Dragon Ball, et je trouve qu'à la réflexion, ce film-là précisément, il y en a eu d'autres sans doute, mais ce film-là précisément n'a pas tout à fait tous les éléments qu'on a classiquement dans les films ou dans les combats, dans les arcs principaux de Dragon Ball, notamment tout ce qui est combat à gogo, c'est-à-dire qu'en fait dans ce film-là, il me semble, je l'ai revu il y a quelques années, ça m'avait sauté aux yeux, il me semble, les combats sont pas si longs, il y en a pas tant que ça dans le film, qui doit durer une petite heure, généralement c'est ça à peu près, une petite heure, et en fait il y a surtout un combat sur la fin, mais après le reste de l'épisode, essentiellement,
Goku galère contre Janemba, il essaye de fuir avec Vegeta, ils essayent d'apprendre la fusion et tout ça, il y a beaucoup de discussions. En parallèle, il y a les trucs sur la Terre avec les méchants qui ressuscitent, mais il n'y a pas des vrais combats de ouf. Ils se contentent de faire de mettre des coups à des fantômes et ils explosent, à des revenants, quoi. Et en gros, ils les battent d'un coup. Je vais pas passer mon temps à parler de cet épisode, de cette OAV, parce que c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais juste vous faire un petit topo. Et du coup, tout ça pour dire que ce film-là, Dragon Ball, cette OAV, il était pas spécialement très facile d'accès, je pense, pour un gamin de mon âge. Et pourtant, j'avais un certain attachement à ce film-là, une certaine fascination. Même il y avait des trucs un peu torturés aussi dans ce film-là, avec le méchant Janemba, donc qui est issu d'une espèce de petit garçon avec son casque audio là, qui se fait bouffer par des âmes dans le monde des enfers, il me semble. En gros, c'est ça, hein, il y a un problème avec la machine là qui recycle les âmes, je sais plus ce que c'est le truc exactement, et il se fait bouffer par le mal, quelque chose comme ça. Bon, c'est un peu torturé, il y a des trucs un peu inquiétants dans ce film-là, je trouve, il y a un ton très sérieux aussi, même si ça reste du Dragon Ball, il y a quand même un ton un petit peu sérieux. Donc bref, c'était ma première expérience Dragon Ball. Suite à ça, je pense que j'ai mis quelques années à découvrir l'animé Dragon Ball tout court. C'est là où j'ai vraiment commencé à me familiariser avec cet univers-là, que j'ai vu sur Dailymotion. Mais avant ça, je pense qu'il y a un truc qui est venu avant. C'était sur PlayStation 2 avec le jeu vidéo Budokai, premier du nom, que j'avais vu chez un pote, et je l'avais acheté quelques temps après, et j'avais joué à ce jeu-là, et donc bien évidemment, il y avait un mode histoire, donc j'ai pu faire l'histoire du début de DBZ, puisque ce jeu-là, je crois, il doit s'arrêter à la fin de Cell, de mémoire. Il n'y a pas l'arc-bout, c'est sûr, je crois qu'il y a Cell dans le jeu, en tout cas, ça va jusqu'à Freezer, c'est certain. Et donc, j'avais joué à ce jeu-là, que je trouvais super bien aussi, j'aimais beaucoup, même si après il y a eu des jeux encore plus emblématiques, mais ça a été une introduction pour moi à l'univers Dragon Ball. Une nouvelle introduction aussi, et une familiarisation aussi, un peu plus que l'OAV Fusion. Donc, suite à ça, j'ai grandi un petit peu, en fait, et au début de l'adolescence, quand est apparu surtout les premiers ordinateurs de maison et Internet, il y a eu un moment où je suis allé sur Dailymotion regarder Dragon Ball. Les épisodes étaient disponibles. Alors, il y avait des trous, il n'y avait pas tous les épisodes, mais globalement, je pense que j'ai pas raté les gros passages. J'ai dû rater surtout des fillers, des épisodes qui servaient pas à grand-chose, sachant qu'aussi Dragon Ball Z, à l'époque, étirait beaucoup les choses en animé. Donc j'ai découvert Dragon Ball, l'animé, via Dailymotion, jusqu'à la fin de Dragon Ball Z. Et un truc assez drôle, c'est que, drôle ou pas, j'ai découvert ça en français d'abord, c'était en VF. Et en cours de route, mais en cours de route assez tardive, j'ai switché en japonais, VO sous-titré bien sûr, en cours de route sur Dragon Ball Z. Et je crois que c'était sans doute pendant la saga Freezer ou la saga Cell même. Un peu entre les deux, quoi. Donc j'ai fait quand même beaucoup d'épisodes en VF. Et il y a une certaine nostalgie avec ça aussi, la voix de Vegeta notamment. Il y a des trucs qui restent quand même quand on découvre un univers d'une certaine façon, donc en VF par exemple. Même si après la VO, j'avoue que pour moi c'est le top du top, même si je parle pas japonais, mais il y a clairement un soin apporté, une énergie qui est là en VF aussi, cela dit, mais une énergie dans les voix japonaises qui est extraordinaire et qu'on peut difficilement remplacer, je trouve. Bon bref, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Tout ça pour dire que ça a été mon introduction à l'univers Dragon Ball réel, donc, avec, j'ai regardé donc Dragon Ball et Dragon Ball Z, et là on est dans les années, à mon avis, autour de 2005, en gros, puisque c'est là où j'ai eu mon premier ordinateur et Internet. Donc c'est là où j'ai vraiment été familiarisé avec tout l'univers Dragon Ball et que j'ai vraiment que j'ai appris à connaître cet univers-là plus en détail. Après j'ai eu pas mal de jeux vidéo aussi. Sur PlayStation 2 j'ai eu Budokai Tenkaichi 2 que j'ai auquel j'ai beaucoup joué, que j'ai pensé quoi. J'ai eu aussi Tenkaichi 3 brièvement sur PlayStation 2, mais je crois que c'était sur la fin de ma période PlayStation 2, donc j'ai pas dû y jouer énormément. C'est surtout le 2 qui m'a marqué, même si le 3 il est fantastique, moi c'est le 2 auquel j'ai le plus joué dans ma vie. J'ai eu de nouveau Tenkaichi 3 sur la Wii à l'époque, mais pareil ça a été assez bref parce que la Wii je l'ai pas gardé énormément, et en plus je crois que le jeu était mal optimisé sur la Wii, il ramait un petit peu, donc bref, je l'ai pas gardé.
Et donc c'est Budokai Tenkaichi 2 qui a le plus marqué mon enfance dans l'univers Dragon Ball, avec Budokai 1. Et après j'ai eu des épisodes sur PSP aussi, qui étaient plutôt sympas pour le coup, j'ai trouvé. Et voilà, récemment, après on va pas en parler en détail, mais récemment j'ai eu Xenoverse 1, j'avais eu Burst Limit sur PlayStation 3, j'ai eu Raging Blast, le premier, j'aimais bien. Burst Limit aussi j'aimais bien parce que c'était un peu comme Budokai, mais encore avec moins de personnages. Raging Blast, je l'ai dit, Xenoverse 1, et j'ai fait Fighters aussi. Fighters, très bon jeu qui change un petit peu avec un schéma plus classique. Bref, voilà ma connaissance de l'univers Dragon Ball. J'en ai quand même du coup une assez bonne, puisque maintenant ça fait 10-15 ans que je connais bien cet univers-là. 20 ans même finalement, une vingtaine d'années presque. J'ai vu tous les films OAV à peu près, peut-être j'ai manqué les plus pointus, mais ouais, il y a aussi les trucs télé, enfin les films dédiés à la télé, il me semble, les épisodes spéciaux, genre Trunks du futur, dans son monde avec les droïdes qui tuent Gohan, ce genre de choses. L'épisode spécial avec Bardock. Je parle de l'ancien parce qu'il y en a eu un plus récent, je crois, de mémoire. Je suis pas sûr de l'avoir vu. J'ai vu Broly au cinéma récemment. J'ai pas vu Super Héros. Il faudrait que je rattrape ça d'ailleurs. Et puis en gros c'est tout. Bien évidemment, j'ai vu Dragon Ball GT aussi. J'ai enchaîné avec Dragon Ball GT à l'époque, après avoir vu Dragon Ball Z. J'ai pas trouvé Dragon Ball GT ultra intéressant. Heureusement c'était court. Enfin, c'est réputé qu'il y a 64 épisodes dans Dragon Ball GT, mais dans ma mémoire ça avait paru beaucoup plus long. Ça veut essayer de faire du Dragon Ball à l'ancienne avec un Goku plus petit. D'ailleurs, on va revenir sur ce point-là, évidemment. Mais l'aventure dans l'espace, il y a de quoi être intéressant, mais le problème, c'est qu'ils sont que 3 personnages. Il n'y a pas toute la bande. Et puis, ça part vraiment dans des délires avec des épisodes pas très intéressants. Et ensuite, on revient sur du DBZ à foison avec des transformations qui partent un peu en couille. Et, bah, du coup, un peu mitigé Dragon Ball GT, même si j'en garde un certain souvenir sur certaines choses. Et notamment la musique de l'opening que j'aimais bien, ouais. Et évidemment, il y a eu Dragon Ball Super, qui a été le regain d'intérêt dans les années 2010 pour Dragon Ball. Dragon Ball Super, que j'ai bien aimé. Alors, il y a eu des hauts et des bas, ça a commencé assez moyennement, avec des dessins pas ouf. Et puis, j'ai franchement aimé, moi surtout, ce qui m'a marqué dans Dragon Ball Super. Là, je parle de l'animé, d'ailleurs, j'ai pas parlé du tout de manga, je vais y revenir, et après on aura fini cette section de ma personne sur Dragon Ball. Dragon Ball Super, donc j'ai uniquement vu l'animé, et c'est surtout l'arc du pouvoir, du tournoi du pouvoir, le dernier arc en fait, qui m'a beaucoup plu, parce que les dessins étaient un peu plus fins, un peu plus soignés cette fois-ci, avec une animation un peu plus punchy. Il y a l'Ultra Instinct, des trucs comme ça, j'ai bien aimé, même si c'est du DBZ, ou avec des super transformations de nouveau, pas très original, avec juste un tournoi qui rassemble les univers, donc c'est un niveau au-dessus encore, pour essayer de faire du lore dans Dragon Ball. Mais j'ai trouvé que ça avait tendance à se perdre un petit peu dans ce principe-là et à pas l'exploiter à fond, l'univers, le multivers un petit peu en fait. Ça me fait penser d'ailleurs à une fanfic, un fan manga qui s'appelait Dragon Ball Multiverse, je crois. Je sais pas si c'est encore en cours, où il y avait plein de gens qui dessinaient les chapitres au fur et à mesure, et c'était sympa à suivre. Bon, bref. Et pour finir, faut quand même dire que j'ai lu Dragon Ball en entier aussi, le manga, Dragon Ball, puisqu'il n'y a pas de Z dans le manga à l'origine, 42 tomes je crois. Et je l'ai lu donc après avoir vu l'animé. Et d'ailleurs, je l'avais lu à l'époque, je pense, c'était des scans en ligne. Et puis, il y a une époque où j'avais essayé d'acheter Dragon Ball, puisque c'était à l'époque où sortait la Perfect Edition avec des couvertures rouges, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Et il y avait des pages colorées, c'était un format plus grand de manga aussi. Bref, c'était un banger, mais j'ai acheté que les 10 premiers tomes et j'ai jamais fini cette collection. J'aurais bien aimé la finir, mais je me rends compte maintenant que le côté matériel m'intéresse plus trop. J'ai pas envie d'acheter des trucs à foison, des DVD, des Blu-ray, etc. Donc, j'ai pas la collection complète Dragon Ball, mais j'ai les 10 premiers de Dragon Ball Perfect Edition, qui s'appelait en japonais Kanzenban, je crois. Et j'ai aussi vu Dragon Ball Z Kai à l'époque. Je crois que c'était Dragon Ball Kai, d'ailleurs, à l'époque, quand on l'appelait. La remasterisation HD de DBZ. Voilà, pour vous dire un petit peu, poser les bases de Dragon Ball. Et j'ai mis à peu près un gros quart d'heure à vous dire tout ça, donc il va y avoir beaucoup de choses à dire, la vidéo risque d'être longue. Je reprends mes notes parce que je vais essayer d'organiser ça et de rien oublier. Alors, Dragon Ball Daima, du coup, quand ça a été annoncé, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait ça m'a pas hypé pour 2 raisons principales, je pense. C'est que, à l'époque, ça faisait quelques années que Dragon Ball Super était fini,
je parle de l'anime encore une fois, mais le manga Dragon Ball Super avait continué. Je l'ai jamais lu, mais je sais que ça a continué, qu'il y a des trucs qui sont apparus, avec Vegeta notamment, qui a une espèce de nouvelle transformation, on va dire ça comme ça. J'ai pas beaucoup plus de détails après sur ce qui se passe dans l'histoire, mais voilà, je sais qu'il y a ça, et je sais que le manga a continué. Du coup, on pouvait s'attendre à ce qu'un jour ou l'autre, l'anime Dragon Ball Super finisse par reprendre, là où il s'était arrêté. Et donc, quand Dragon Ball Daima a été annoncé, je me suis dit, ils font pas Dragon Ball Super, ils nous font un truc alternatif qui est peut-être pas officiel, peut-être pas canon, c'est un truc à côté, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Voilà, il y avait ce côté-là, et en plus, la promesse derrière Dragon Ball Daima, c'était de nous... Enfin, c'est ce que j'en ai retenu, c'est comme ça que je le résume, et je pense que c'est pas si mal de le résumer comme ça, c'est d'avoir une aventure avec Goku qui redevient enfant, et enfin la bande à Goku, les Z Warriors, je crois, qui deviennent tous enfants ou bébés de nouveau. Donc là, dans ma tête, non seulement je suis pas hypé parce que c'est pas Dragon Ball Super, qui mine de rien m'avait plutôt plu, et puis je voulais bien voir la suite éventuellement, et en plus on nous dit que en gros ça va être une ressucée de Dragon Ball GT. Donc, de mon point de vue, c'était vraiment pas très excitant. Donc il y a eu cette annonce-là, donc bon, j'ai dit, ok, ils vont vouloir faire un truc pour les gosses, un truc plus orienté Dragon Ball, façon moderne. Je me suis dit, bon, ça va être un petit peu anecdotique. Donc je l'ai pas spécialement attendu, ce qui fait que même quand c'est arrivé là sur nos écrans, j'ai été surpris de l'apprendre quelques semaines avant, que ça allait être diffusé là, et je me suis dit, tiens, c'est déjà là, et ouais, je l'ai pas vu arriver, parce que je l'attendais pas, tout simplement. Donc voilà, j'étais pas dans une disposition de fou avant de voir Dragon Ball Daima, ces 2 premiers épisodes. Alors, Dragon Ball Daima, pour info, peut-être vous êtes déjà posé la question, mais moi je me la suis posée que après le premier épisode. Mais qu'est-ce que ça veut dire Daima en fait ? Pourquoi ça s'appelle comme ça ? Et en fait, Daima, d'après la communication qui avait été faite par la Toei, et je crois que c'est Akira Toriyama qui parle sur cette publication, ça voulait dire, selon eux, mal, evil en anglais. Et j'ai pu lire aussi que les kanji qui sont utilisés pour ce mot-là, Daima, pouvaient plutôt être traduits comme grand ou démon magique. Ça a trait au mal et au démon, voilà, à des choses comme ça. D'ailleurs, il faut se rappeler que dans Dragon Ball, le gros ennemi de Dragon Ball, c'était Piccolo Daimao. Quand je dis Dragon Ball, c'est Dragon Ball, l'anime, la partie Dragon Ball communément admise comme étant la première partie du manga, et ensuite la deuxième partie, c'était Dragon Ball Z. Ça permet d'identifier plus facilement la chronologie comme ça. Donc Piccolo Daimao, donc, qui est un démon, après on apprend que c'est plus ou moins un Namek, plus ou moins que c'est un Namek, mais à la base, voilà, c'est plutôt un démon, donc voilà, il s'appelait comme ça, Daimao. Donc voilà, nouvelle aventure Dragon Ball qui, mine de rien, arrive en cours de l'année des 40 ans de Dragon Ball, et malheureusement, c'est aussi l'année où Akira Toriyama est décédé, donc il a travaillé sur cet animé, il a sûrement travaillé au scénario, notamment. Donc ça constitue un petit peu sa dernière œuvre avant son décès. Donc malgré tout, ça peut aussi attirer d'une façon un peu malsaine, et c'est pas volontaire non plus de la part des créateurs, mais ça peut attirer aussi du public vis-à-vis de ça, en se disant c'est la dernière touche que peut apporter Toriyama à son œuvre. Donc ça donne envie de la regarder un petit peu aussi, au moins par curiosité. Et c'est comme ça que je l'ai abordé, moi, sachant aussi que j'étais abonné à Crunchyroll et que de toute façon, c'était diffusé dessus, donc je me suis dit, allez, autant regarder, c'est pas grave. Moi, je me suis abonné à Crunchyroll pour découvrir One Piece, parce que j'avais jamais regardé One Piece, donc là, je suis en train de découvrir One Piece, et du coup, j'en profite de cet abonnement pour regarder Dragon Ball Daima. Du coup, malencontreusement, cet animé arrive à point pour rendre hommage à Akira Toriyama. Après, c'est ce qui m'est arrivé à moi, on pouvait se questionner sur l'utilité de cette nouvelle mouture de Dragon Ball. Moi, j'étais assez sceptique sur l'utilité de cette histoire-là, sachant que c'était pas une suite de Dragon Ball Super. On va plonger dans les 2 épisodes maintenant, on va plonger un petit peu dans Dragon Ball Daima en soi, et qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a vu ces 2 premiers épisodes, puisque les 2 premiers sont sortis, j'ai pas fait une vidéo pour le premier, puisque j'ai pas forcément eu le temps, et puis j'étais pas parti dans ce délire-là, mais je me suis dit, finalement, je veux bien donner mon avis là-dessus, parce que ça vient de sortir, et ma foi, il y a plutôt des choses à dire, et pas forcément des mauvaises choses, finalement, c'est un peu entre les deux, pour l'instant, j'accorde le bénéfice du doute, on va dire, et je trouve que c'est pas trop mal. Donc déjà, le premier constat, quand on démarre
Dragon Ball Daima, pour moi, c'est que c'est quand même très joli. Alors au début, j'avais un petit doute, il me semblait que les dessins... Alors comme c'était le premier épisode, je me suis dit ouais, ils ont fait les efforts, ils ont fait des trucs un petit peu soignés, ok, mais j'avais l'impression aussi que, et ça m'a pas surpris, les dessins étaient un petit peu ronds, un peu à la façon de Super, avec un truc un petit peu plus édulcoré, ou alors que d'habitude on se souvient de Dragon Ball Z avec un dessin très... un peu tranchant, avec des trucs un peu carrés, avec des muscles saillants et tout ça, et DB Super a fait un truc beaucoup plus axé, un peu enfantin, un peu plus moderne, un peu plus cheap peut-être, enfin une tendance des années 2010-2020 peut-être, de faire des trucs plus arrondis. Et bien finalement, j'ai l'impression que Dragon Ball Daima, au début j'avais l'impression que c'était le même style de dessin, mais finalement j'ai l'impression qu'on est un peu entre Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. On a un peu le meilleur des deux mondes, presque. Et finalement, au fil de l'épisode, je me suis rendu compte qu'en fait, les dessins sont super beaux, l'animation est propre, les couleurs sont sympas, mais surtout, ouais, les traits et tout sont soignés. J'ai l'impression d'avoir vraiment une qualité d'animation, pardon, que j'ai rarement vue, voire peut-être jamais vue dans les séries animées Dragon Ball. Les films savent être soignés en général. On l'a vu avec Broly plus récemment, par exemple. Les films des années 90, c'était moins évident, mais c'était moins moderne qu'aujourd'hui quand même. C'était il y a 30 ans, peut-être 20 ans, mais voilà. J'ai l'impression que là, on a quand même quelque chose de très soigné. Bon, faut y aller avec des pincettes parce qu'évidemment, on est sur les premiers épisodes. Il faut espérer que la qualité va rester comme elle est à peu près, même s'il peut y avoir un léger déclin de qualité. On est parti quand même très haut, donc j'accepterai un petit déclin, mais si on reste sur cette qualité d'image à peu près, franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool, et j'ai jamais vu ça de la Toei, parce que c'est pareil, One Piece que je regarde en ce moment, c'est la Toei qui a fait la première version, sachant qu'il va y avoir un remake donc sur Netflix, par les studios qui ont fait l'Attaque des Titans, je crois. Alors je sais plus lequel des deux studios, parce qu'il y en a eu deux, je crois que c'est WIT et MAPPA ensuite, mais je crois que c'est WIT qui va faire The One Piece. Bref, on s'en fout. La Toei était pas réputée comme étant le studio qui ait les meilleures animations, il me semble. Mais là, faut avouer qu'ils se sont sortis les doigts, j'ai l'impression, et ça fait plaisir. Pour l'instant, ça c'est cool. Il y a juste un truc qui m'a gêné, que j'ai noté, c'est dans le premier épisode, quand les méchants là, on va y revenir sur les personnages, j'ai pas forcément retenu les noms, mais je les ai notés. Quand les méchants traversent, quand ils veulent en fait aller dans l'univers de Goku, l'univers 7, ils passent par une espèce de sphère géante qui s'ouvre là, et là ça s'est fait en 3D clairement. C'est plutôt bien fait, mais ça m'a un petit peu sorti du truc, parce que d'habitude, on n'a pas trop l'habitude de voir ça. Je crois que dans Dragon Ball Super, il y avait des trucs en 3D, un peu modernes, mais j'avais pas trop l'habitude de voir ça, et je trouve que ça fait un petit peu jeu vidéo par moment, que le rendu est pas tout à fait naturel par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en général. Et bon, c'est le seul petit point qui m'a sorti un peu du délire, et je me suis dit que visuellement, cette scène-là honnêtement, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça dégueulasse un petit peu, même si c'est propre, parce que c'est carré, c'est fait en 3D, il n'y a rien qui dégouline ou quoi. On peut pas dire que ça dégouline d'ailleurs en dehors de ça non plus sur les dessins qui sont au global très bien maîtrisés, mais je sais pas, je trouvais ça trop propre, trop carré, ça m'a sorti du truc. Je sais pas vous l'expliquer autrement, mais voilà, c'était une petite aparté là-dessus. Deuxième constat, dès qu'on commence l'épisode, enfin dès qu'on voit ce premier épisode, c'est que, donc, niveau timeline, on le constate puisque les ennemis, là, nos futurs ennemis, découvrent la saga Buu en direct, enfin, pas en direct, mais c'est une rediff bizarre, je sais pas trop comment c'est foutu, ce truc-là, et bien on constate que on est pas loin de la saga Buu, on est juste après la saga Buu, d'après ce qu'on comprend, donc on est avant Dragon Ball Super aussi, et du coup, on est à cheval entre deux trucs, et c'est là que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure au niveau de la non-hype, c'est que ça promet pas une aventure extraordinaire, en fait. J'ai l'impression que les enjeux peuvent pas se permettre d'être énormes, sachant qu'on sait ce qui s'est passé juste avant, on sait ce qui se passe juste après aussi, avec Beerus et tout ça, et tout ce qui s'enchaîne après. Je sais pas, la promesse, ça peut pas promettre quelque chose d'immense. Ça empêche pas qu'il puisse se passer des choses entre les deux gros événements dont je viens de parler, mais j'ai pas l'impression que ça puisse développer un truc énorme. Je peux me tromper, mais bon, disons on dirait qu'ils essayent de faire entrer au chausse-pied dans la timeline Dragon Ball global un truc, mais je sais pas à quel point c'est pertinent de faire ça. Et en tout cas, c'est ça qui m'a fait dire que c'était pas ultra excitant comme nouvelle aventure.
Du coup aussi, du fait qu'on est dans une timeline comme celle-ci, on constate aussi qu'ils nous introduisent des choses qui vont potentiellement rentrer en conflit avec ce qu'on connaît déjà de l'univers Dragon Ball. Il y a des petits principes, des trucs avec lesquels ils jouent dans ces premiers épisodes, et on va en reparler en détail, qui commencent à me poser des questions. Il y en a d'autres qui l'ont déjà fait en vidéo aussi et sur internet, des gens qui se posent des questions, qui se disent tiens, mais s'il y a ça, ça veut dire que tel personnage, nanani nanana, notamment le truc avec les oreilles pointues, on va en reparler. C'est vis-à-vis du lore de Dragon Ball, qu'est-ce qu'ils vont se permettre de faire? Est-ce qu'ils vont pas rentrer en conflit avec eux-mêmes finalement? Est-ce que Dragon Ball va pas rentrer en conflit avec son lore déjà préétabli? Un peu comme finalement le fait Marvel avec leur série à foison, ou Star Wars aussi, qui parfois rentrent en conflit et tu te rends compte qu'il y a des grosses incohérences. Est-ce que ça va être pareil ici? Est-ce que Dragon Ball Daima est une aventure canon? On ne sait pas trop non plus, finalement. Je ne sais pas s'il y a eu des annonces là-dessus. En soi, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, on est dans un animé qui, certes, il est très populaire. C'est Dragon Ball, ça fait partie des plus connus quand tu parles aux gens, je pense, des animés. Je pense que même s'ils connaissent pas spécialement ce monde-là, ils pensent en premier lieu, enfin, dans les premiers trucs, ils doivent surtout penser à Dragon Ball. C'est ma vision des choses. C'est un univers qui existe depuis 40 ans maintenant, mais j'ai envie de dire que ça reste un univers assez enfantin, qui certes a quelques principes bien établis, il y a plein de principes et des mondes qui ont été créés, des principes de base qui ont été créés dans Dragon Ball, les Potara, les trucs comme ça, plein de choses, les fusions, les transformations, les niveaux de pouvoir, je sais pas, j'ai pas d'exemple précis au-delà de ça, mais plein de choses qui ont été établies, qui construisent le lore de Dragon Ball. Mais pour moi, j'ai envie de dire que c'est peut-être pas Dragon Ball qui a le lore le plus pointu dans tout ce qui se fait dans le monde, enfin de manga ou d'animé, de séries, de films. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, on va parler de certaines théories, de certains principes, des trucs qui peuvent rentrer en conflit à cause de Dragon Ball Daima notamment, mais peut-être faut pas se prendre trop la tête avec ça, c'est pas non plus important à ce point-là. Peut-être que l'essentiel, c'est finalement de pouvoir profiter un petit peu de cet animé, qui soit à peu près cohérent avec lui-même, et s'il y a des petits par-ci par-là, c'est peut-être pas si grave. Je dis ça, mais en même temps, j'ai envie parfois d'y réfléchir en me disant, tiens, mais ils viennent de dire ça, est-ce que ça remet pas en cause certains trucs de Dragon Ball? Et en même temps, je crois que j'ai pas la connaissance la plus affûtée de Dragon Ball, notamment parce que ça fait, à part avec Dragon Ball Super, ça fait 10 ans que j'ai pas remis vraiment les pieds dans l'univers Dragon Ball de façon précise et pointue, et du coup j'ai pas les connaissances ultra fraîches pour dire tiens ça remet ça en cause ou des trucs comme ça. Mais parfois j'ai l'impression que de loin, vaguement, il y a des trucs qui sont remis en cause dans Dragon Ball Daima, enfin à cause de Dragon Ball Daima. Bref, le truc, justement, pour rebondir sur ça, qui saute un peu aux yeux quand c'est prononcé ou qui saute aux oreilles, du coup, quand c'est prononcé dans le premier épisode, c'est que ceux qui ont les oreilles pointues font partie du monde des démons, sont des démons dans l'univers Dragon Ball. Donc ça, c'est un des nouveaux méchants qui dit ça, je crois que c'est soit Goma, soit le Shin qui l'accompagne, qui s'appelle... Et c'est là où je ne sais plus, donc il faut que je regarde mes notes... c'est Gemesu, un truc comme ça, Degesu, voilà, Degesu, je crois, qui dit ça, c'est un des deux qui dit ça, que donc, tiens, lui, il a des oreilles pointues, c'était donc un démon, ou je sais plus comment ils disent ça, comment ils amènent ça, puisqu'en fait, on les voit découvrir en direct la saga Boo, avec les gros événements qui se passent dans la saga Boo, enfin, dans l'arc Boo, qui sont d'ailleurs montrés avec un dessin magnifique, évidemment, une animation superbe, mais par contre, ça nuit un petit peu au rythme de l'épisode pour moi, qui en gros sur sa première moitié est une grosse exposition de la saga. J'ai l'impression que c'est d'un côté pour initier un petit peu ceux qui connaissent pas l'univers Dragon Ball à l'univers Dragon Ball, pour leur faire raccrocher les wagons sur ce qui s'est passé juste avant, donc c'est une espèce de résumé précédemment dans Dragon Ball. Et d'un autre côté, c'est un peu aussi pour faire plaisir aux fans hardcore un petit peu de Dragon Ball, plus ou moins hardcore, et leur faire dire regardez, on sait faire ça, on vous montre voilà, les dessins sont jolis et tout, ça donne envie ça donne envie peut-être d'avoir un animé refait avec ces dessins là, c'est toujours permis de rêver, mais malheureusement moi je trouve surtout que ça dessert un peu l'épisode, parce que ça passe, je sais pas, 10, 15, peut-être 20 minutes, peut-être pas 20 minutes, non, parce que l'épisode dure que 30 minutes, un peu plus. Mais ça dure un bon quart d'heure, je crois, où ils sont là à commenter les images en direct et à nous dire, voilà, là on découvre ceci, cela, Boo, ah mais Dabra est mort, machin. Bon,
j'ai pas trouvé ça ultra intéressant. En plus, j'aime pas généralement les scènes d'exposition des nouveaux méchants. Enfin, je sais pas, j'ai du mal avec les nouveaux personnages en général, surtout quand ils sont comme ça. Quand c'était Beerus, je trouvais que c'était un peu original. Là, on a des designs qu'on connaît déjà, ce qui est pas inintéressant parce qu'ils vont essayer de développer un peu l'univers des démons, l'univers des Kaioshin aussi, enfin de Degesu, dont on apprend que c'est un frère de notre Kaioshin qu'on connaît déjà. Donc bref, il y a ce truc des oreilles pointues qui, justement, c'est un des premiers trucs où on se dit attends, mais ça veut dire que les Namek, ils ont les oreilles pointues, Mr. Popo, il a les oreilles pointues, je sais plus qui a les oreilles pointues aussi dans les personnages Dragon Ball. Mais c'est là où on commence à se poser des questions et on se dit attends, ça remet certaines choses en cause un petit peu dans l'univers Dragon Ball parce que ça n'avait jamais été évoqué jusque-là. Mais du coup, c'est intéressant parce que dans l'épisode 2, et c'est pour ça que c'est cool que je fasse cette vidéo sur les 2 premiers épisodes et pas juste le premier, on apprend dans l'épisode 2 que officiellement, en effet, les Namek viennent du royaume des démons et qu'ils ont quitté ce monde-là pour des raisons notamment d'indépendance un peu parce qu'ils aimaient pas, je crois que c'est Piccolo ou Kaioshin, je sais plus qui dit ça, que les Namek en gros n'aimaient pas qu'on leur dise quoi faire, donc on n'a pas le détail exactement, mais c'est une façon un petit peu de nuancer certains trucs, d'apporter un tout petit peu de lore en plus sur des choses qui jusque-là avaient été évoquées, mais enfin, le fait que les Namek, pour nous, c'était des extraterrestres, finalement, c'est pas déconnant non plus que ça puisse être un peuple qui soit venu sur une planète, mais en fait, ce sont donc des démons qui sont venus sur cette planète-là et qui ont établi leur maison ici, finalement, parce qu'ils en avaient marre, peut-être, du monde des démons. Donc, bon, il y a quelque chose. Est-ce que ça va être creusé par la suite ? À voir. Peut-être pas. Ça serait bien que oui, parce que ça permettrait de justifier un peu ce propos qui a commencé à nous être expliqué dans cette série. Ça développe une réflexion, ça développe un début de quelque chose sur des origines qu'on pensait être extraterrestres qui finalement vont plus loin que ça, en fait. Donc c'est pas mal de faire ça si ça mène à quelque chose de logique et de bien amené, finalement. Donc ouais, on découvre de nouveaux personnages, donc les nouveaux méchants de cette aventure. Donc on a l'espèce de dieu démon qui, je crois, est un des frères ou un des comparses, je sais pas comment dire, de Dabra, qui se fait tuer durant l'arc Boo. Donc lui, il s'appelle Goma. Et du coup, du fait qu'il voit Dabra mourir dans l'arc Boo, eh bien c'est lui qui devient le nouveau roi des démons. Qu'est-ce que ça implique au-delà de ça ? Parce qu'on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, le monde des démons. D'après ce qu'on a pu comprendre, il y a plusieurs royaumes des démons, il me semble, puisqu'on l'apprend par le nouveau personnage dans l'épisode 2, je crois, qui a été envoyé par un autre roi des démons, je crois, un truc comme ça. Donc bon, c'est un peu confusant. Moi, en général, faut que je vous prévienne, c'est que j'ai du mal avec les nouveaux personnages à les assimiler. Il me faut quelques épisodes en général pour assimiler les noms, assimiler qui est qui dans l'histoire à chaque fois. Donc pour l'instant, c'est pas tout à fait clair pour moi, mais c'est pour ça que j'ai mes notes. Donc aussi, avec le méchant Goma, on a Degesu, donc je vous l'ai dit, le frère de de Kaioshin. Voilà, on n'en apprend pas beaucoup plus sur lui, à part qu'il a une sœur aussi, ou une demi-sœur, je sais plus, avec qui il parle au début, et ensuite les laisse partir vers l'univers 7. Et il y a aussi le vieux Namek, qui s'appelle Neva, donc, qui lui est donc ultra vieux, visiblement. On en apprend aussi via Piccolo à son sujet. Mais du coup, il est super vieux, et quand il fait le vœu avec les Dragon Ball sur Terre, il a l'autorisation. Enfin, Goma lui met en fait 1000 ans de plus à son espérance de vie. Donc le mec a sûrement déjà plusieurs milliers d'années derrière lui. Et donc, pour l'instant, c'est un vieux croulant, c'est un peu drôle, mais il y a peut-être un truc derrière ce mec qui va avoir un rôle. Parce que du coup, comment on nous apprend que les Namek sont des démons, que lui c'est un Namek, potentiellement un des plus vieux qui est à l'heure actuelle. Puis en fait, des Namek, il n'y en a plus beaucoup, hein. Il reste Piccolo. En fait, je sais plus, je me rappelle plus si les Namek ils survivent après l'arc Freezer. Est-ce qu'ils ont tous été exportés de la planète par nos amis ? Je me rappelle plus exactement. Est-ce qu'ils ont un lieu de refuge ? Il me semble qu'il y a un truc comme ça, mais je suis pas convaincu. Donc en tous les cas, au pire, il y a Piccolo et Dende qui existent encore chez les Namek, mais je crois que c'est tout. Et donc il y a ce Neva, qui est apparu. Donc si on a autant à faire, entre guillemets, aux Namek sur ces 2 premiers épisodes, il y a peut-être un truc qui va se passer avec justement leurs origines de base dans le royaume des démons. Quelque chose comme ça. Donc c'est intéressant, faut que ça soit développé derrière.
Je saute d'un truc à l'autre parce que mes notes ne sont pas très organisées visiblement. On a un premier combat d'entraînement entre Goku et Vegeta, ce qui donne l'occasion de voir si l'animation est plutôt bien aussi dans les combats, parce que mine de rien, Dragon Ball, mais surtout Dragon Ball Z, c'était des combats de fous, avec des mecs super puissants. Donc là, ils font que s'entraîner, c'est pas un combat entre deux vrais ennemis. Mais mine de rien, il y a une certaine, j'ai envie de dire, une certaine dynamique dans le combat. C'est pas trop mal. Je trouve que ça vaut pas les grandes heures encore, mais c'est plutôt sympa à regarder. Donc ça m'a paru bien. Les doubleurs sont en forme aussi, ça fait tellement plaisir tout le temps d'avoir la voix de Sangoku. C'est Masako Nozawa, je crois, la doubleuse de... Enfin, on dit pas doubleur, je crois, on dit acteur, voix, je sais pas, de Goku. J'adore cette voix, j'adore cette femme. Je sais pas quel âge elle a, je crois elle a au moins 85 ans sûrement. Peut-être j'exagère, je sais pas, elle a au moins 80 pour moi. Et peut-être qu'elle arrive sur les 90, mais elle est toujours autant en forme. Et d'ailleurs, on s'en rend compte aussi, et là ça m'a bluffé, quand ils sont enfants. Je vais peut-être y revenir parce que je crois que c'est dans mes notes. Mais du coup, cet entraînement entre Goku et Vegeta, j'ai trouvé ça plutôt sympa, ça permet de jauger un petit peu à quoi peuvent ressembler les combats pour la suite. Donc j'ai trouvé ça pas fou en termes d'intensité, mais ça permet déjà d'avoir un premier petit aperçu de ce que ça peut donner dans les combats. Je reviens sur ce que je disais, petit problème pour moi avec l'épisode 1, c'est le rythme, parce qu'on a vraiment une première moitié qui nous expose les méchants, qui nous expose des trucs qu'on connaît déjà, même si ça le fait avec un beau dessin. Puis ensuite, ils vont sur Terre, ils récupèrent les Dragon Ball qui sont sous forme de pierre, parce que les vœux d'après la saga Buu viennent d'être exaucés, en gros, et donc elles sont sous forme de pierre, le temps de se rétablir un petit peu. Mais c'était sans compter sur Neva, le fameux vieux Namek, là, du coup, il a un pouvoir sur les Dragon Ball, puisqu'il a créé aussi, je crois, les Dragon Ball qui sont dans le royaume des démons, il me semble que c'est ce qui est dit, royaume des démons, où les Dragon Ball sont gardés par des espèces de robots, il me semble, créés par ce vieux-là, je crois que si j'ai bien retenu. Donc évidemment, il va y avoir une recherche des Dragon Ball dans le monde des démons, mais voilà, ils vont sur Terre, ils récupèrent les Dragon Ball super rapidement, grâce à Neva, qui les appelle à lui en fait, ils les transforment de la pierre à leur état fonctionnel, ils arrivent à faire leurs vœux, et puis les Dragon Ball se dispersent de nouveau. Alors ils arrivent à faire leurs vœux, parce que... donc ça c'est début d'épisode 2, une fois que le premier vœu est fait, de changer tout le monde en enfant, en fait ils n'ont pas le droit à 2 autres vœux, comme d'habitude c'est le cas avec les Dragon Ball sur Terre depuis un certain temps, depuis qu'elles ont été upgradées, je crois que c'était pendant la saga Namek, ou juste après, je sais plus. Il y a fait une histoire de fusion avec les Dragon Ball de Namek, je sais plus exactement, mais ça c'est un peu flou dans ma mémoire, mais bref, normalement il y a droit à 3 vœux, et là Shenron nous apprend, enfin il l'apprend en méchant en tout cas, mais à nous par le biais de ça aussi, que les 3 vœux en fait d'habitude c'est que pour les habitués en gros, c'est ça qu'il leur dit. Donc ça c'est un peu sorti du chapeau, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'a paru... C'est là où il y a des petits trucs qui vont pas, alors c'est pas des trucs énormes, mais comme justification, j'ai trouvé ça très léger. Je sais pas, il y avait clairement d'autres moyens de faire une justification pour dire vous avez droit qu'à un vœu, je pense. Bon, là, ils ont trouvé cette excuse-là qui, pour moi, est beaucoup trop facile. Je sais pas d'où ça sort, ça a jamais été dit, il me semble, je suis quasiment sûr de ça. Et j'ai presque envie de dire, mais là, j'ai pas de preuves sous la main, mais s'il y a des connaisseurs, vous pourrez me dire en commentaire, peut-être, ou alors je chercherai sur Internet et je confirmerai ça peut-être la prochaine fois. J'ai presque l'impression qu'il y a déjà eu des méchants dans l'univers DBZ, qui ont fait des vœux, 3 vœux, du coup, avec les Dragon Ball. Je sais pas si c'est dans Dragon Ball Z, dans Dragon Ball Super, mais j'ai quasiment... j'ai limite cette certitude-là que ça a déjà été fait. Peut-être dans l'arc Buu. Est-ce qu'ils utilisent Dragon Ball dans l'arc Buu ? Je sais même plus. En tout cas, j'ai un petit doute là-dessus, ça m'a paru un peu bizarre. Donc du coup, ce qui est fait dans donc dans la fin du premier épisode, c'est que les méchants, comme ils n'ont pas un pouvoir immense avec les Dragon Ball, ils peuvent pas faire un vœu maléfique. Donc ça c'est pareil, je sais pas si ça a déjà été évoqué dans l'univers Dragon Ball, je crois pas. Globalement, les vœux qui ont été faits d'habitude n'ont jamais été vraiment de tuer quelqu'un, par exemple. Ça a toujours été de ranimer quelqu'un, de ramener quelqu'un, de modifier quelque chose, d'apporter des choses comme de l'argent ou une petite culotte, par exemple. Le premier vœu qui est fait dans Dragon Ball, c'est une petite culotte, je crois. C'est... putain, alors c'est pas Tortue Géniale, enfin je crois pas, c'est Oolong. C'est Oolong le cochon dans Dragon Ball.
mais je crois que c'est ça. Et il fait le vœu d'avoir une petite culotte, et puis elle lui tombe sur la gueule. Enfin, c'est nul. C'est nul, mais c'était l'humour de Dragon Ball qui a toujours un petit peu eu. Un petit peu borderline sur le côté un peu coquin, quoi. Avec les blagues de Tortue Géniale. Après, c'est une culture japonaise aussi qui est pas systématique, mais dans Dragon Ball, ça a toujours été ça, globalement. Ça a été un peu moins le cas en avançant dans des tons plus sérieux au fil des arcs, sur Dragon Ball Z notamment. Mais il y a toujours eu Tortue Géniale, le pervers, des trucs comme ça. Donc là, le vœu qu'ils font, en tout cas, qui peut pas être trop violent, c'est de rapetisser les héros qui ont participé à la destruction de Boo à leur état d'enfant, précisément de l'âge de 6 ans, et ceux qui sont déjà enfants, de les rétablir, enfin de les ramener à l'état de bébé. Donc c'est vraiment un gros bordel. Là, c'est là où on rentre dans la phase où on se rapproche de Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, c'était uniquement Goku qui revenait à l'état d'enfant. Là, c'est toute l'équipe. Ce qui est rigolo, parce que du coup, il y a des situations un peu assez rigolotes, avec un humour du coup qui se veut typiquement Dragon Ballesque. Donc il y a des personnages qui se reconnaissent plus au début. Il y a notamment Mister Satan, qui est pas reconnu tout de suite, puisqu'il a plus sa moustache, mais après ils ont toujours leur... Alors c'est marrant, ils ont toujours leurs habits qui ont toujours la même taille. Enfin, leurs habits se sont adaptés à leur taille d'enfant. Bon, après, on va pas les foutre tout nus non plus, ce serait pas très Dragon Ball, quoique. Bref. Il y a Tortue Géniale aussi, qui est pas reconnu par Sangoku, puisque donc il l'a toujours connu vieux, en fait. D'ailleurs, Tortue Géniale, moi j'ai eu tendance à le confondre avec Krillin, parce qu'il y a un moment où on voit Tortue Géniale, quelques minutes après, dans l'épisode 2, on le voit dans sa maison sur son île, et en fait, il est en train de faire le malin, en gros, enfin le beau gosse devant son miroir, là, il s'est changé. Alors, il a ses lunettes classiques, là, les lunettes rouges, je crois. Mais pour moi, je sais pas pourquoi c'était Krillin qui faisait ça. Et parce qu'en fait, du coup, il a la boule à zéro, et globalement, la morphologie était la même pour moi. Et j'ai mis quelques secondes, en fait, à me dire, mais en fait, non, c'est pas Krillin. C'est Tortue Géniale qui du coup, en pervers, veut séduire les filles maintenant qu'il a une apparence de nouveau jeune. Donc bref, je trouvais ça m'a un peu... Enfin, c'était rigolo, mais après, c'était confusant, parce que j'ai trouvé le design pas si facile à remettre. Et du coup, par contre, ce qui est plutôt intéressant, j'ai trouvé, parce que je m'attendais pas à ça non plus, c'est qu'on voit les personnages galérer un petit peu avec leur nouveau corps d'enfant. Notamment Goku et Piccolo qui n'arrivent pas à bien voler, à bien léviter, parce qu'ils ont encore trop léger et la balance n'est pas la même aussi, l'équilibre n'est pas le même. Donc ça c'est intéressant, parce qu'ils auraient pu juste arriver à voler comme avant, et on aurait pu juste se dire qu'ils auraient eu des pouvoirs moins... un petit peu downgradés par rapport à avant. Finalement, il y a des petites nuances qui sont apportées. Il y a aussi Goku qui galère, donc on le voit s'entraîner un petit peu, et en fait il galère à appréhender son nouveau corps et à apprécier les distances. Et donc ça, c'est pas mal aussi, ça permet de justifier un peu, de nuancer un peu les effets de ce nouvel état, parce qu'il me semble que dans Dragon Ball GT, hormis la surprise au début, il y a quasiment aucune différence. Goku est un peu moins fort, il se transforme uniquement en Super Saiyan, mais il est quand même super puissant par rapport aux autres personnages en général, et je crois que globalement il galère pas trop de mémoire dans Dragon Ball GT. Alors que là, il y a un petit truc qui essaye d'être développé, qui est un petit peu réaliste, quoi, on va dire, dans la limite du possible avec Dragon Ball, c'est que voilà, ils galèrent avec leur nouveau petit corps. Donc c'est plutôt intéressant de voir ça. Du fait qu'il apprécie mal les distances, du coup, il se dit qu'il va aller chercher son bâton, son fameux Nyoibo, donc le fameux bâton qu'il a dans Dragon Ball, ce qui évidemment est fait pour nous remettre dans l'ambiance, et c'est là où le but n'est pas du tout caché, je pense, de Dragon Ball Daima, c'est de nous remettre dans les petites aventures de Dragon Ball finalement, avec un petit Goku, avec son nuage, enfin avec son bâton. Le nuage, je pense pas qu'il l'aura, mais voilà, il y a un petit aspect nostalgie, on essaye de jouer sur ce qui plaisait aussi dans Dragon Ball, avec un côté plus humour et plus orienté, pas trop sur les combats de ouf qu'il y avait dans Dragon Ball Z, mais plus sur des petites aventures, qui certes là vont se passer a priori dans le monde des démons, en tout cas pour l'instant, mais voilà, ça va être un truc un peu plus proche de Dragon Ball. Peut-être un peu entre Dragon Ball et Dragon Ball Z, un truc plus équilibré, un peu comme Dragon Ball GT finalement, dans une certaine mesure. Moi je trouve que c'est pas si mal finalement, pour l'instant, ça se laisse regarder, c'est plutôt sympa. Ouais, et donc c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est super plaisant d'entendre Goku jeune. Alors on était habitué à ce que Goten parle, avec la voix de Masako Nosawa, qui doublait jusque-là toujours Gohan, Goku, que ce soit version adulte ou enfant, et Goten. Mais du coup là, on va avoir Goku tout le temps version enfant,
Et la voix, elle est toujours aussi bien maîtrisée, hein, de cette femme qui est maintenant super âgée quand même, et qui est toujours aussi forte. Ça, franchement, je trouve que c'est trop bien. J'ai aussi bien aimé d'entendre Vegeta en version enfant. Alors, je suis pas sûr que ce soit le doubleur, le doubleur adulte qui fasse la voix de l'enfant. J'ai un doute, je suis pas sûr. En tout cas, c'est sympa d'avoir un Vegeta plus petit. Il faudra voir, parce que pour l'instant, il est un petit peu survolé, on l'a pas vu, il est un petit peu en retrait quand même. C'est plutôt sympa d'avoir ces voix-là. Par contre, il y a des personnages, c'est ça qui me... Je trouve que c'est dommage, enfin, c'est mal maîtrisé, ou c'est des mauvais choix, je trouve. Il y a des personnages, en fait, ils sont enfants, mais ils ont pas spécialement des voix d'enfants. Ils ont des voix plus jeunes, certes, mais pas d'enfants, je trouve. Il me semble que Tortue Géniale et Piccolo, c'est ce que j'ai noté, ouais, ils ont pas spécialement des voix d'enfants. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est juste des jeunes adultes. Donc, petit manque de, je sais pas, de cohérence avec ça, ou de maîtrise, ou choix artistique bizarre, je sais pas. Dans tous les cas, bon, c'est sympa de voir tout le monde enfant, même si, on va probablement pas avoir affaire à toute l'équipe tout le temps. Là, on a vu que Goku part dans le royaume des démons, et que, pour l'instant, ils sont que 2 personnages à accompagner le nouveau venu, donc c'est Kaioshin et Goku. Vegeta voulait les suivre, il n'y avait pas la place dans le vaisseau, d'après eux, donc il va sûrement les suivre, avec Piccolo et je sais pas qui d'autre, Bulma probablement, parce que Bulma c'est quand même un personnage source de Dragon Ball, c'était le premier personnage que rencontrait Goku dans l'aventure, c'est à cause d'elle que démarre l'aventure, ou grâce à elle plutôt. C'est sûrement elle aussi qui va aller dans le 2e vaisseau, et peut-être qu'il y aura d'autres personnages qui vont suivre aussi, parce qu'il y a Krillin quand même aussi. Bref, je sais pas qu'est-ce qui va se passer exactement. Mais bon, pour l'instant, c'est une petite équipe qui s'en va dans le royaume des démons. Ouais, alors après aussi, bon, il y a des petits gags qui sont faits sur les apparences de chacun. Donc il y a Tortue Géniale qui est pas reconnu, Mister Satan qui est toujours aussi nul, qui dit bon, vous inquiétez pas, moi je vais arranger la situation, je vais vous sauver de ça ou je sais pas quoi. Et puis je sais pas à qui il parle à ce moment-là, je crois que c'est à Vegeta et Piccolo ou Goku aussi peut-être, mais qui en gros l'écoute même pas à finir sa phrase et ils s'en vont en l'ignorant. Donc voilà, il y a des petits gags là-dessus. Il y a un truc qui m'a posé question, mais je pense que c'est juste moi qui n'ai pas la connaissance pointue, comme je le disais déjà, c'est que Dende se transforme en bébé. Donc on avait dit que c'était les adultes qui se transformaient en enfants, et les enfants se transformaient en bébés. Donc ça veut dire que Dende était un enfant encore, sachant que je sais pas, mais niveau timeline, pour moi, Dende, là, c'est un adulte maintenant, j'ai l'impression, un jeune adulte, certes, mais parce que Dende, on l'a vu apparaître dans la saga sur Namek, avec Freezer, je crois. C'est un enfant à ce moment-là, il me semble. Donc il a, je sais pas, entre 4 et 6 ans, on va dire, peut-être. Et du coup, il se passe pas mal d'années depuis, parce qu'il y a la saga Cell qui couvre 1 année ou 2, peut-être, avec la mort de Goku. Enfin, non, pas la mort de Goku, mais la disparition de Goku après Freezer. Donc, admettons, Dende, il aurait 6-7 ans. Après, il y a la saga Boo qui se passe 7 ans après. Donc en fait, ouais, il est ado pendant cette saga-là. Et du coup, je suis en train de me rendre compte, finalement en direct, que peut-être que Dende est adolescent. C'est 7 ans, hein, c'est 7 ans entre la saga Cell et la saga Boo. Hein. C'est pas 10 ans. Même si c'est 10 ans, il aurait 17 ans. Bon, en fait, j'ai l'impression que Dende, et je sais pas, la majorité au Japon, si ça se trouve, c'est pas 18 ans comme chez nous. Bon, admettons, Dende est pas adulte, donc c'est peut-être pour ça qu'il est devenu enfant. Bébé du coup. Voilà, bon c'était un truc comme ça, je sais pas si j'ai bien fait de parler de ça. Mais admettons, s'ils connaissent bien leur univers, j'ai pas de problème avec ça. Je m'étais juste posé la question, ça m'avait dérangé sur le moment, parce que pour moi, il allait être enfant et pas bébé. Et donc, ouais, dans le 2e épisode, on a un nouveau personnage encore, donc qui s'appelle Glorio. Et Glorio, il a les oreilles pointues, c'est bien montré, il y a un petit zoom sur sa tête, enfin sur ses oreilles, même sur son oreille. Donc c'est un démon. Et d'ailleurs, il nous le dit, il est envoyé par le roi de je sais pas quel univers des démons, qui vient dépêcher Goku pour l'accompagner, pour aller vaincre Goma, donc le fameux méchant qui est à l'origine de ce petit problème qu'ils ont, c'est-à-dire d'être transformés en enfants. Donc d'après ce que j'ai noté, il me semble que Kaioshin a quelques petites suspicions vis-à-vis de ce Glorio. En même temps, t'as le mec qui débarque comme ça, avec un vaisseau similaire au sien, vaisseau dont ils se servent donc pour aller ensuite au royaume des démons, qui arrive comme ça, qui connaît déjà leur état, qui est pas surpris de les voir enfants, qui leur dit venez avec moi pour... Enfin en gros c'est ça qu'il leur dit je crois. Venez avec moi pour se débarrasser pour nous débarrasser de Goma.
il y a de quoi être en fait un petit peu perplexe devant une telle situation, donc je peux comprendre. Et en tout cas, Goku et Kaioshin le suivent vers le royaume des démons, à la poursuite de nos nouveaux méchants, donc de l'aventure. Vegeta ne peut pas les suivre, comme je vous disais, et donc faut parier que sûrement Vegeta arrivera plus tard, probablement à un moment fatidique. Enfin, je trouve que ce serait la façon classique de le faire, un peu trop classique, mais en même temps on peut pas résister. Je trouve que ce serait bête de les faire venir sans qu'il se passe rien. Donc ils vont sûrement arriver à un moment fatidique pour sauver Goku et Kaioshin d'une situation X ou Y, ou alors ils arriveront donc un peu plus tard quand même, mais ils auront une aventure parallèle. Ça peut être intéressant aussi, et qu'ensuite ensuite les deux histoires se rejoignent finalement, les deux groupes, peu importe ce que ce sont ces groupes, mais il y a le groupe de Goku et le groupe de Vegeta, on va dire, qui finissent par se rejoindre à un moment donné. On verra si j'ai raison, mais pour moi, ça va être plutôt Vegeta qui va arriver et sauver Goku d'un truc en particulier, d'un moment fatidique en fait. Je crois que j'ai fait le tour à peu près, je suis arrivé à peu près à la fin de mes notes, donc qu'est-ce que je peux dire pour l'instant de ce Dragon Ball Daima, j'allais dire Dragon Ball Super. À ma surprise, vu ce que je m'attendais à avoir avant que ça sorte, je trouve que c'est pas si mal. Honnêtement, ça casse pas trois pattes à un canard, mais comme chaque aventure, faut prendre le temps de poser certaines bases, faut prendre le temps de développer des trucs et de faire monter un petit peu les enjeux. Donc pour l'instant, je trouve que c'est plutôt bien fait. Je trouve que le rythme est pas trop mal maîtrisé, c'est-à-dire que là, à la fin du deuxième épisode, on est déjà en route vers le royaume des démons avec un héros parmi le groupe, enfin 2 héros même, Kaioshin avec lui, mais je pensais à Goku du coup surtout, qui vont donc dans le royaume des démons. Donc je trouve que ça avance quand même plutôt vite, ça traîne pas trop en longueur, finalement, parce qu'on sait ce que ça peut être, hein, Dragon Ball en animé, ça peut traîner du cul violent quand même des fois. Mais là, pour l'instant, ça se tient bien, le rythme est bon. Peut-être qu'ils n'ont pas prévu de faire une grosse aventure, parce que peut-être qu'il y a du Dragon Ball Super qui va revenir, je sais pas. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça se regarde bien, c'est pas trop lourd, et c'est pas trop léger non plus, c'est plutôt bien équilibré. Le dessin est super joli. Je trouve que l'animation, pour l'instant, elle se tient vraiment très bien. Il n'y a pas de défaut majeur. Parce qu'on se souvient quand même que dans Dragon Ball Super, dans les 5 premiers épisodes, on avait des trucs sympas, et puis on avait aussi des trucs dégueulasses en fond. Alors, je dis en fond parce que c'était souvent pas sur des gros plans, mais il y avait des trucs, quand c'était au 2e ou au 3e plan, ou des plans éloignés en tout cas, t'avais des dessins vraiment moches faits, vraiment à la va-vite, t'avais l'impression. Donc il y avait clairement un manque de maîtrise de la part de la Toei à l'époque. Là, pour l'instant, c'est super propre et c'est plutôt prometteur sur ce point-là. Donc on va voir ce que ça va donner dans le 3e épisode, parce que là, on va arriver en terrain inconnu un petit peu, on va en apprendre un peu plus sur le royaume des démons. Je m'attends à ce que ça ressemble un petit peu à Dragon Ball GT, dans le sens où on va avoir des créatures qu'on connaît pas, Goku va interagir avec un environnement qu'il ne connaît pas. Donc ça peut être intéressant, ça peut retrouver un petit peu l'aspect aventure qu'avait Dragon Ball GT aussi, dans une certaine mesure, parce que là, on va un petit peu dans un univers fantastique au-delà de la Terre, comme dans Dragon Ball GT, où ils allaient dans l'espace. Ça peut être intéressant, je trouve. Et du coup, la question qu'on peut se poser malgré tout, et j'ai évoqué ça plus tôt dans la vidéo, ça fait 1 heure que je parle, donc on va essayer de conclure, hein, mais en fait, ma question c'est, est-ce que Dragon Ball Daima va être orienté vraiment sur une aventure comme Dragon Ball ou Dragon Ball GT un petit peu? Est-ce que ça va être du Dragon Ball Z avec beaucoup de combats, ou est-ce que ça va être un mix des deux? J'ai l'impression que ça va être un mix des deux, un truc un peu plus moderne, un peu comme Dragon Ball GT finalement, un bon équilibre entre les deux, même si Dragon Ball GT a fini par dévier sur un combat final dantesque avec une super transformation sortie du chapeau aussi un petit peu, enfin un truc qui refait le singe et tout, bon bref. Donc j'ai l'impression qu'on va essayer de mixer un petit peu tout ce qui fait que Dragon Ball plaît à autant de gens dans le monde. Il y a plusieurs gens qui aiment certains trucs dans Dragon Ball mais pas d'autres, et inversement. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire que c'est pas mal du tout, c'est pas oufissime, mais ça démarre plutôt bien. C'est honnête, c'est correct. Donc j'ai bien envie de suivre la suite, parce que c'est bien fait pour l'instant, et que c'est surtout très agréable à regarder, que c'est pas trop prise de tête non plus. Donc j'aime bien ça, c'est pas trop complexe, même si il y a juste quelques personnages donc, avec lesquels il faut que je me familiarise, les nouveaux venus là dans l'aventure, les nouveaux méchants hein, surtout. Mais pour l'instant, je suis plutôt intéressé. Évidemment, j'aurais préféré une suite à Super, probablement, même si ça se trouve, ça aurait été moins bien.
Surtout si ça avait été moins bien dessiné, par exemple. Mais bon, une bonne histoire, c'est quand même important. Et pour l'instant, c'est correct. J'espère qu'il n'y aura pas trop de trucs encore bizarres qui nous font poser 1000 questions sur est-ce que ça c'est légitime, est-ce qu'ils ont raison de dire que les oreilles pointues c'est des démons, tout ça. Enfin, ils ont raison. Après, c'est eux qui font leur histoire. Ok, il faut juste que ça soit un minimum cohérent avec ce qui a été fait avant dans le lore Dragon Ball, que ce soit dans Super ou dans Dragon Ball Z. Pour l'instant, il n'y a pas de gros trucs dérangeants, donc on va voir ce que ça donne. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Dragon Ball Daima de votre côté en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo sur la forme, s'il y a des trucs à améliorer peut-être. Et j'espère que ça vous a plu dans tous les cas. N'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter du coup, à vous abonner si vous voulez voir la suite, parce que si ça vous intéresse, je pense qu'il y a moyen que je fasse ça régulièrement, peut-être analyser chaque épisode si c'est rapide, parce que en gros j'ai pas envie de faire 1 heure à chaque fois. Je pense pas qu'il y ait matière à dire 1 heure de choses comme je l'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui c'était un peu particulier parce que je vous ai remis le contexte, je vous ai parlé des 2 premiers épisodes, il y avait beaucoup de choses à dire quand même, mais ça peut être intéressant d'avoir 10-20 minutes sur chaque épisode à chaque fois peut-être, et voir où ça va. Après, si c'est pas assez, peut-être je ferai des groupements, peut-être tous les 2 épisodes, faire un petit avis comme ça, voilà, la progression petit à petit de l'animé. Dans tous les cas, c'était mon avis sur les 2 premiers épisodes de Dragon Ball Daima, j'espère que ça vous a plu. Et puis moi, dans tous les cas, je vous dis prenez soin de vous, gardez la frite, à la prochaine!